Je donne maintenant la parole au professeur Benieclef qui va, après notre premier conférencier, préciser les tenants et aboutissants, je crois, du point d'interrogation qui la colle à la notion de souveraineté virtuelle. Donc, et après, on aura une période de questions. Karim ? Merci. Alors, merci Jean-François. Alors, écoutez, je suis bien content de passer après le professeur Lavenu parce que finalement, il a balisé un peu le terrain et il a posé les grands principes fondamentaux en ce qui concerne la souveraineté. J'y reviendrai quand même parfois à l'occasion. Alors, un coup d'œil au programme nous permet de lire ce titre, Souveraineté virtuelle, comme si nous y étions. Alors, comme je le disais, effectivement, je crois plus prudent d'ajouter un point d'interrogation à ce titre, la souveraineté virtuelle, point d'interrogation. Les réflexions qui vont suivre, c'est évidemment des réflexions de nature prospective, c'est un peu un work in progress, comme on dit en bon français, c'est-à-dire qu'elles s'inscrivent finalement dans des travaux que je mène sur un peu une histoire des normativités à partir d'exemples comme le cyberespace, le droit commercial international ou les droits de la personne, et sur les rapports toujours très troublés et souvent troublants entre les normativités étatiques et celles qui ne le sont pas. Alors, puisque ces réflexions tournent en partie sur la capacité de dire le droit, je me trouve évidemment à aborder la question de la souveraineté dont le fondement s'articule justement autour de cette capacité de dire le droit. Alors, le premier devoir du roi, du souverain, nous disent les théologiens, et à leur suite les clercs du Moyen-Âge central, le premier donc devoir du souverain, c'est de rendre justice. Alors, rendre justice, ce n'est pas seulement trancher un conflit au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire dans le cadre de l'arène judiciaire, c'est aussi rendre justice, c'est par l'ordonnance, l'édit, donc la loi, régler les valeurs, déterminer le concevable, partager les ressources, autoriser et interdire, bref, aujourd'hui, on dirait légiférer. Donc voilà une série d'actions très concrètes, une volonté affirmée, un acte de volonté qu'on affirme et matériellement très saisissable, puisque pourvu en principe de conséquences réelles, tangibles. Si je ne fais pas, je peux subir des conséquences. Bon. Alors on est très loin de prime abord du virtuel, du possible, du potentiel, du simulé. Comme si la capacité de dire le droit devait nécessairement emprunter les visages d'une réalité brute, d'une réalité immédiate. Peu de place, semble-t-il, de prime abord, pour la virtualité. La souveraineté serait une affaire très terrestre, bien terrestre, pour ne pas dire terre à terre, et qui toucherait presque par le réalisme qui s'en dégage, et qui se toucherait, presque par le réalisme qui s'en dégage. Pourtant, vous le savez tous, la souveraineté ne pousse pas dans la nature, ce n'est pas une donnée de fait, quelque chose qu'on peut observer, qu'on peut identifier, c'est un concept, c'est une construction sociale, social construct, quelque chose qui semble d'abord éthéré, immatériel, idéalisé, et on va y revenir. Alors, dans ce petit exposé, je me propose de faire état de quelques-unes des réflexions sur la souveraineté et cette idée de souveraineté virtuelle, au sens d'une souveraineté qui n'appartiendrait pas, dans l'acception classique, à un souverain établi sur un territoire commandant une population, mais plutôt une souveraineté diffuse, globale, mondialisée, qui, sans remettre formellement en cause les souverainetés nationales, viendrait peut-être atténuer leur première importance. Une souveraineté qui reposerait donc sur notamment le paradigme du réseau, qui lui assurerait donc une ubiquité qui la délivrerait de l'obligation de centralité qu'impose inéluctablement le territoire. Alors, deux petites parties à cet exposé. D'abord, très rapidement situer la souveraineté dans une perspective classique, dirais-je, et ensuite, afin de mieux apprécier son évolution, et ensuite, dans une seconde partie, quelques mots sur cette peut-être nouvelle représentation de la souveraineté, c'est-à-dire celle qui serait diffuse, globale, etc. Et on pourra conclure, évidemment, je l'espère, en évoquant cette question tous ensemble. Alors, souveraineté telle qu'entendue. Alors, je viens de dire que la souveraineté n'est pas une donnée de fait, quelque chose qui s'observe dans la nature, il s'agit d'un construit. Bon, cette simple appréciation s'oppose à la vision quasi-théologique qu'on a encore aujourd'hui de la souveraineté. Vision selon laquelle la souveraineté serait une notion éternelle, intangible, perpétuelle, etc. Alors, c'est bien évidemment l'État qui se cache derrière cette idolâtrie de la souveraineté, comme si l'État n'était pas lui-même une notion contingente, fixée dans le temps, et qui était le fruit d'une très lente évolution.
Cette sacralisation de l'État et de la souveraineté empêche bien des théoriciens, et en particulier je pense aux néo-réalistes en sciences politiques, de reconnaître le caractère construit de l'État, et par conséquent de figer l'État dans une vision stérilisante. Alors ça a notamment pour conséquence qu'il apparaît difficile d'apprécier les glissements, les modulations, les altérations, les progressions, les mutations que peuvent connaître les notions de souveraineté et d'État. Bon, puisqu'elles sont construites, elles n'échappent pas à l'évolution. Dans la définition classique, la définition classique de souveraineté doit être, à mon sens, présentée avec précaution, puisqu'elle est évidemment, elle aussi, contingente. C'est un instantané d'une réalité fixée dans le temps. Alors, au plan interne, cette définition, vous la connaissez, elle veut que le pouvoir, caractéristique de la souveraineté, signifie la généralisation de l'emprise étatique sur tout le territoire national, mais rien que sur ce territoire. La souveraineté se spécialise dans un rôle superlatif, où elle sert à désigner le caractère d'une autorité supérieure. Avant le XVIe siècle, on a évoqué d'imperium. Pour le pape, c'était l'autorité superlative, justement, autoritas superlative. Dans tous les cas, une idée d'omnipotence, d'un transfert d'une omnipotence divine à une omnipotence humaine, du ciel vers la terre. Bon, l'idée de transcendance s'explique sans doute peut-être cette aura d'immuabilité, d'inaltérabilité, de permanence, de sempiternité de la souveraineté. Au plan interne. Au plan externe, le professeur Lavenu a fait illusion, l'État n'obéit plus alors à un principe de commandement cette fois-ci, mais vous le savez, au principe du consentement ou de la coopération. Il n'y a pas ici, les relations entre l'État ne relèvent pas de cette logique du commandement ou de l'obéissance. Alors donc c'est l'entendement usuel de la souveraineté et partant du principe de l'État. Capacité de dire le droit étant évidemment un élément central de cette souveraineté. Un autre élément constitutif central, on y a fait illusion aussi il y a quelques minutes, c'est évidemment le territoire. Le système moderne de l'État se fonde en bonne partie sur l'idée territoriale. La loi a d'abord, vous le savez, en principe seulement un effet sur un territoire délimité. L'État n'est pourtant pas le seul modèle existant au plan historique. On connaissait la ville-État, Venise, Gênes, Anvers, etc., Saint-Empire romain germanique, les principautés, les duchés, les cités impériales, au plan commercial, la Ligue hanséatique, etc. D'ailleurs, cette Ligue hanséatique va constituer un exemple intéressant à l'image de cet empire virtuel sur lequel on va revenir tout à l'heure, c'est-à-dire d'une forme non territoriale d'organisation politique, d'un pouvoir diffus sans un centre déterminé avec des frontières flottantes. Les villes-États ont échoué, elles étaient fondées sur un principe territorial, mais elles ont échoué car elles étaient incapables de fédérer et d'annexer les villes et territoires voisins. Ce qui a fait que l'État, comme on le connaît, l'a emporté. La stratégie territoriale a de nombreux avantages, de fonder la souveraineté sur fonder la souveraineté sur le territoire, ça a de nombreux avantages. Ça constitue notamment un moyen efficace de transmettre l'autorité du pouvoir sur le territoire et sur les personnes qui s'y trouvent. Et aussi, le territoire simplifie la mise en œuvre et l'application des commandements du souverain. C'est beaucoup plus simple à ce moment-là. Et à cet égard, le territoire réifie le pouvoir. Alors là, c'est l'avantage suprême. Il permet en effet de cerner le pouvoir et son exercice, et au surplus, il illustre concrètement les limites de ce pouvoir, pas au-delà du territoire. Alors, les traités de Westphalie que nous connaissons au XVIIe ont contribué à cette réification du pouvoir et à la consécration du territoire comme base première de l'organisation politique. L'idéal de l'État territorial aura été aussi l'incubateur du nationalisme qui contribuera à son tour à solidifier l'État territorial. Cet idéal territorial et sa présentation, encore une fois, comme une réalité incontestable, indubitable, trouve alors vraiment son zénith, son acmé à la suite des deux guerres mondiales du XXe siècle. Les ravages de la guerre, les ambitions territoriales, etc., qui les ont fondées, discréditent, vous le savez, l'idée d'acquisition agressive du territoire et sacralisent les frontières au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Alors ça participe là aussi à la réification, n'est-ce pas, de la notion de pouvoir, de souveraineté et de pouvoir par le territoire. Des exemples peuvent illustrer ce propos, les conflits en ex-Yougoslavie, les histoires de conflits autour des frontières aussi dans certains pays anciennement colonisés. Tant et si bien qu'on ne touche pas aux frontières, l'État territorial est la seule forme possible d'organisation politique. Là aussi, réification de l'État territorial et par conséquent de la souveraineté. Et là, à ce moment-là, évidemment, une identification parfaite se fait
qui empêche l'observateur de distinguer l'État, le territoire, la souveraineté et tous ces éléments et facteurs qui contribuent à la formation de la réalité étatique, territoriale et souveraine. On sait pourtant que les défis posés à l'idéal territorial sont très nombreux dans le monde contemporain. Je ne vais pas tous les reprendre, on les connaît, ces interdépendances. Deux éléments qui illustrent le propos, l'Internet évidemment, puis l'enchevêtrement et l'interdépendance des économies nationales. On pourrait multiplier les exemples. Donc, dans le contexte contemporain, on assiste à une disjonction, une désunion, une scission entre l'organisation politique territoriale et la géographie, justement, des échanges économiques, des aspirations sociales et politiques et des échanges d'informations. L'idéal territorial ne semble plus tout à fait correspondre aux réalités contemporaines. Le constat pourrait être le même pour la souveraineté. Il ne s'agit pas ici de vouloir déterminer avec exactitude le degré d'érosion de la souveraineté et la possible fragmentation des pouvoirs étatiques. Beaucoup plus simplement, démontrer la justesse de la proposition suivant laquelle la souveraineté est une notion contingente qui peut être modifiée au gré des événements et de facteurs externes. Alors là, on est très loin des superlatifs qui ont toujours caractérisé la définition de la souveraineté et l'exercice des pouvoirs de l'État. On est également très loin de cette approche juridique qui tend à confondre le droit et l'État et à faire de la proposition juridique de la souveraineté et de l'État les seules propositions capables de décrire et de saisir l'essence de ces notions. Pourtant, la question de la souveraineté n'est pas que juridique, elle emprunte d'autres voies qui signalent justement sa nature construite. On pense simplement, par exemple, à la façon dont Michel Foucault, dans La volonté de savoir et dans ses cours qui ont été publiés récemment, Sécurité, territoire et population et naissance de la biopolitique, on pense à l'appréhension par Foucault de la souveraineté, où il précisait que le pouvoir souverain était d'abord un pouvoir de vie et de mort, et finalement le pouvoir souverain s'est déplacé de la mort vers la vie pour que la souveraineté devienne une affaire de vie, c'est-à-dire instaurer une forme de contrôle sur la vie des citoyens. Vous connaissez ces thèses sur la société disciplinaire qui représenterait le premier pôle de cette biopolitique, un contrôle sur et je le cite ici, le dressage, la majoration du corps, le dressage du corps, la majoration des aptitudes, l'extorsion des forces, la croissance parallèle de son utilité, sa docilité, etc., société disciplinaire. Second pôle, qui vient plus tard selon Foucault, toujours dans l'esprit de la souveraineté, qui centrait non plus sur le corps, mais sur le corps espèce, le corps traversé par la mécanique du vivant, la prolifération, le contrôle des naissances, la mortalité, le niveau de santé, la durée de vie, la longévité, tout ce qu'on connaît très bien aujourd'hui, une société de contrôle. Alors, cette souveraineté n'est plus de s'actualiser ou de s'incarner dans l'acte de tuer, mais d'investir la vie de part en part, de prendre en charge complètement la vie des citoyens pour leur bien, pour le bien collectif. Tous les aspects de la vie sont aujourd'hui l'affaire du souverain. Alors, cette notion de biopouvoir ou de biopolitique va être intéressante parce que ça va être un des éléments premiers mis de l'avant dans la théorie de l'empire virtuel. Alors, je viens justement à cette souveraineté virtuelle. Encore une fois, y a-t-il rien de plus concret que la souveraineté? C'est évidemment, comme l'on disait, un concept. Bon, alors on dit que la souveraineté est virtuelle, pour d'autres, elle pourrait être liquide. Le sociologue polonais, d'origine polonaise, Zygmunt Bauman, nous dit que la modernité est en train de passer de la phase solide à une phase liquide, dans laquelle les formes sociales, qui veillent au maintien des traditions, etc., ne sont plus censées se maintenir durablement en l'état, parce qu'elles se décomposent en moins de temps qu'il ne leur en faut pour être forgées et se solidifier. Bon. Liquide, virtuel, on ne mégotera pas sur les mots. Mais en fait, on se demande, une souveraineté virtuelle, la formule veut qu'il n'y a plus de palais d'hiver à prendre. Alors, très pratique, on pouvait, quand on voulait prendre le pouvoir, prendre la télévision, le palais du gouvernement, et l'affaire était faite. Mais si la souveraineté est virtuelle, il n'y a plus évidemment de palais d'hiver à prendre. La souveraineté n'a plus de siège symbolique susceptible d'être saisi. Vous aurez reconnu évidemment ici la thèse principale de Michael Hart et de Antonio Negri dans leur ouvrage Empire, paru en 2000, et qu'ils ont poursuivi dans Multitude, guerre et démocratie à l'âge de l'Empire, paru en 2004. Ils y notent les conséquences du passage de la modernité à la postmodernité, avec en prime le déclin des souverainetés étatiques et nationales au profit, disent-ils, d'un empire sans limite. Le déclin de la souveraineté des États-nations ne signifie pas que la souveraineté décline, non,
Les contrôles politiques, les fonctions étatiques, les mécanismes régulatoires continuent d'opérer dans le champ des échanges économiques et sociaux, dans le champ de la sécurité notamment aussi. Mais la souveraineté prend une nouvelle forme. Composée serait-elle d'une série d'organismes nationaux et supranationaux unis sous une logique de gouvernement. Là, la théorie du réseau prend aussi le pas, puisque nous avons, par exemple, en ce qui concerne cette souveraineté qui serait formée d'organismes nationaux et supranationaux, la thèse d'Anne-Marie Slaughter sur le transgouvernementalisme. Donc, une nouvelle forme mondiale de souveraineté qui s'appellerait l'Empire, donc un appareil décentralisé, déterritorialisé de gouvernement qui intègre progressivement l'espace du monde entier à l'intérieur de ses frontières, qui seraient cependant ouvertes et en perpétuelle expansion. Ce nouvel empire serait formé d'une structure pyramidale à plusieurs niveaux, allant de l'étage supérieur de l'autorité mondiale unifiée, l'ONU, autour évidemment de la superpuissance américaine, jusqu'au groupe représentant le peuple mondial, société civile globale, en passant évidemment par les États-nations qui continuent à être des acteurs importants. Il n'y a donc plus de frontières, selon l'idée suivant laquelle l'économie politique est devenue indiscernable et il n'y a plus de dehors spatial ni temporel. In and out, c'est terminé. L'économie, la globalisation, donc surplombe les frontières, les dépasse et les intègre, et il n'y a pas de lieu à l'Empire, pas de centre. Je vais citer Hart et Negri, peut-être pour être plus clair, si j'étais un peu obscur jusque-là. Pour eux, et je les cite, le passage à l'Empire sort du crépuscule de la souveraineté moderne. Au contraire de l'impérialisme, l'Empire n'établit pas de centre territorial du pouvoir et ne s'appuie pas sur des frontières ou des barrières fixées. C'est un appareil décentralisé et déterritorialisé de gouvernement qui intègre progressivement l'espace du monde entier à l'intérieur de ses frontières ouvertes et en perpétuelle expansion. L'Empire gère évidemment des entités hybrides, des hiérarchies flexibles et des échanges pluriels en modulant ses réseaux de commandement. Les couleurs nationales distinctes de la carte impérialiste du monde se sont mêlées dans l'arc-en-ciel mondial de l'Empire. Vous aurez compris qu'évidemment l'Empire, ce n'est pas les États-Unis. Les États-Unis participent à l'Empire, mais n'en sont pas l'unique composante. Ils en sont pour les auteurs surtout la force de police. Alors donc, l'Empire se caractérise donc fondamentalement par une absence de frontières. Le concept d'Empire pose en principe un régime qui englobe la totalité de l'espace ou qui dirige effectivement le monde civilisé dans son entier. Aucune frontière territoriale ne borne son règne. On dépasse alors la forme jusqu'ici usuelle de l'organisation politique, c'est-à-dire le territoire. Alors, est-ce qu'on reviendrait au Saint-Empire romain germanique, au Saint-Empire américain, romain-américain, je ne sais pas. Hart et Negri affirment que le concept d'empire se présente lui-même comme un régime historique tirant son origine d'une conquête, non pas d'une conquête plutôt, mais comme un ordre qui suspend effectivement le cours de l'histoire et fixe par là même l'état présent des affaires, là aussi pour l'éternité. Décidément, on n'en sort pas. Autrement dit, l'Empire présente son pouvoir non pas comme un moment transitoire dans le flux de l'histoire, mais comme un régime sans frontières temporelles. Et c'est normal, puisqu'il est l'héritier de la souveraineté, il poursuit dans cette voie-là. Alors, non seulement l'Empire gère un territoire et une population, mais il crée aussi le monde réel qu'il habite. Il cherche à réguler directement la nature humaine, et on en vient ici à cette notion de biopouvoir ou de biopolitique à laquelle j'ai fait référence tout à l'heure. Pour Hart et Negri, évidemment, ces contrôles du corps-espèce sont très importants dans l'Empire, et c'est justement par ces contrôles que l'Empire assure sa prééminence. Une forme donc diffuse, insidieuse parfois, de domination des corps et des esprits. On pourrait se demander quelle est la normativité de l'Empire, comment se développe-t-elle? Est-ce que c'est contractuel? Est-ce que c'est basé sur un traité? Est-ce qu'il y a une source fédérative? La source de la normativité impériale serait née d'une machine nouvelle qui représenterait justement la machine biopolitique mondialisée. Alors ça nous amène à nous demander évidemment, mais qu'est-ce que l'Empire, au-delà des formules relatives à son absence de centre, de dehors? Quelle illustration concrète pourrait-on en donner afin que nos esprits étatistes et territoriaux, imprégnés de l'idée éternelle de l'État-nation et du territoire, puissent mieux saisir cette souveraineté virtuelle, cette souveraineté qui flotte sur le monde. En fait, il s'agit simplement, et c'est là une hypothèse que je pose, pour la souveraineté de reproduire, de mimer et de s'inspirer
mimer plutôt le modèle de la virtualité capitalistique. Le capitalisme d'aujourd'hui, comme il se déploie dans la mondialisation, est ce que Bill Gates appelle frictionless capitalism, capitalisme sans friction, capitalisme vaseliné. Il s'insinue, s'infiltre, pénètre les frontières et les territoires. Vous le savez, le capital circule sans obstacle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en dépit des fuseaux horaires et des distances. Le réseau est son univers et le mouvement incessant sa sanguinité. Et le réseau devient justement la forme paradigmatique de plusieurs champs. Je parlais du transgouvernementalisme d'Anne-Marie Slaughter. La formule du réseau aussi est importante pour les normativités, voire Host et Van de Kerkhove. Le réseau aussi est important pour Bauman dans sa société liquide, etc. Donc la virtualisation du capitalisme ne peut manquer d'imposer sa logique, sa nouveauté et ses nécessités au modèle de l'organisation politique, la souveraineté, le territoire, l'État. N'est-ce pas d'ailleurs le capitalisme qui avait déjà fait au sortir du Haut Moyen-Âge permis l'essor des villes, des guildes et du commerce transeuropéen. Fernand Braudel l'avait bien montré avec son concept d'économie monde, Wallerstein aussi, et on peut dire que dès le XIe siècle sont inscrits dans les faits les éléments structurels du capitalisme, qui a imposé la mise en marche, non pas la mise en marché, mais la mise en marche de l'État, seul capable de réduire la fragmentation et le morcellement de l'Europe médiévale, d'amener plus de sécurité autant physique que juridique, de stabilité, ingrédient essentiel des affaires. D'abord dans les villes-États, qui sont en avance sur les États territoriaux et qui jouent les premiers rôles pendant un bon bout de temps. Mais nous sommes aujourd'hui dans une situation qui peut sembler assez proche. À nouveau, le capitalisme fait faire un bond à l'esprit, nous introduit lentement mais sûrement dans une forme de postmodernité. Un bond à l'esprit, je comprends les réticences de certains, mais disons qu'il est clair que le capitalisme de réseau, sans frontières, étiolé, aterritorial, ne peut manquer d'influer sur l'exercice de la souveraineté. Et forcer, comme au Moyen-Âge central, le pouvoir politique à adapter son discours et ses pratiques et au droit à traduire en termes juridiques ce nouvel ordonnancement des rapports et des relations humaines et politiques. Est-ce que l'empire de Hart et Negri constitue une réponse crédible à ces nouveaux défis ? Une réponse qui emprunterait là aussi peut-être au modèle des villes-États, de la Ligue hanséatique, multiplicité d'acteurs qui ne peuvent pas agir unilatéralement et qui sont tous imprégnés de principes et de valeurs communs, dont ils ne sont pas forcément les maîtres. Mais est-ce que c'est un empire universel ? N'est-il pas plutôt le fruit des ruminations des penseurs occidentaux, toujours tentés par l'universalisme, même dans la postmodernité ? Surtout si l'on dit que les acteurs de l'empire sont tous imprégnés de principes communs et de valeurs partagées. La souveraineté de cet empire, de ce nouvel agencement d'organisation politique, apparaît alors virtuelle en ce qu'elle n'emprunte plus les voies matérielles et immédiates de l'État-nation. A-t-elle d'ailleurs besoin de ces voies matérielles à l'heure où la biopolitique inscrit sa logique inexorablement dans les esprits, sans que ceux-ci ne sachent que leurs comportements sont parfois dictés par cette souveraineté virtuelle. Mais peut-être Hart et Negri ont-ils tort. Ils reconnaissent que l'État-nation constitue encore un acteur prééminent du jeu mondial, comme les villes individuellement dans la Hanse ou dans l'Empire romain germanique, certaines plus que d'autres. Mais peut-être se trompent-ils aussi dans cette affirmation de la formation d'un empire dont les virtualités s'imposent aux États et aux individus. D'autant que ces auteurs surestiment le degré d'intégration de la société internationale et tendent à minorer les contradictions qui la traversent. Quoi qu'il en soit, une chose me semble sûre, nous sommes aujourd'hui, et ce n'est pas un scoop, à l'aune d'une nouvelle redistribution des cartes de l'organisation de l'ordonnancement du pouvoir, de sa représentation et de ses symboles. Les discussions autour de la gouvernance illustrent cette tendance, même si elles font l'impasse en général sur la question fondamentale de la souveraineté et de l'État comme entité centrale et indiscutée. Il est vrai qu'il est très difficile de s'abstraire du modèle de l'État-nation pour penser autrement. Le sociologue allemand Ulrich Beck dénonce d'ailleurs cette optique nationale, ce qu'il appelle le nationalisme méthodologique, qui nous empêche, dit-il, d'aller au-delà de l'État, de la nation, qui agissent comme non pas des freins à une pensée nouvelle, mais plutôt comme de véritables miroirs qui ne cessent de refléter leur propre image. La souveraineté, concept construit, devrait donc intégrer les réalités contemporaines de la mondialisation, des interdépendances croissantes, de la globalisation des risques,
et faire sans doute l'objet d'une redéfinition ou d'un redéploiement pour emprunter les oripeaux d'un pouvoir en mutation. Et le droit n'est pas très loin, qui suit avec attention ces développements et qui doit lui-même composer avec la perte de repères aussi considérable pour le droit que le territoire, le souverain, le monisme juridique. Ces repères qui ont été très longtemps rassurants et qui ont consacré la simplicité, la sécurité, la prévisibilité, alors que demain semble proposer la complexité, la multiplicité, l'hybridité. Mais je terminerai avec une phrase de Raymond Aron qui nous dit que la prudence s'impose puisque, à chaque instant, l'enfantement historique du réel se rit du bouquet de causes à quoi les meilleurs esprits s'efforcent de le réduire. Merci.